comment la restauration collective peut être un levier de changement. Alors moi, je vais vous amener dans l'envers du décor du livre. Hein, vous promenez, on ne va pas trop passer les chapitres du livre. J'espère vous donner l'envie de les lire, mais je vais plutôt vous amener dans tout le travail qui a été fait en amont, un petit peu cette étude de la restauration collective, comment elle pourrait s'améliorer, et qui a un peu servi de substrat à notre réflexion et qui nous a aussi mené à l'écriture de ce livre. Alors, la restauration collective, c'est un service qui s'est imposé par nécessité et qui tend vers un mode de préparation de repas de plus en plus industrialisé, avec la création de cuisines centralisées de plus en plus importantes. Hein, on arrive jusqu'à 10 000, 15 000, 20 000 repas par jour. Une sous-traitance du service de la part des collectivités territoriales, des villes, à des entreprises qui peuvent être publiques, privées ou alors complètement privées. La réduction du nombre de cuisiniers, c'est-à-dire que dans ces cuisines centralisées, il y a d'autres spécialistes qui rentrent, des spécialistes en logistique, des spécialistes en nutrition, et le métier de cuisinier finalement quitte ce secteur de production des aliments, et c'est dommage. Et puis, un coût qui reste constant malgré des prestations de plus en plus complexes. Ça, c'est quelque chose qu'on rappelle dans le livre, c'est-à-dire qu'avec la même quantité d'argent, on va prétendre un service. Alors, on a bien incorporé, suite à tous les scandales alimentaires, la dimension de la sécurité alimentaire. Donc, dans les restaurants, qui servent dans les restaurants, dans les écoles, les hôpitaux, on fait très attention à ne pas empoisonner les personnes, mais la qualité des repas diminue. Alors ça, c'est un petit peu pour entrer dans la matière. On a fait plusieurs études. Alors bon, c'est vrai qu'on a une connaissance du monde de la production, du monde de la production industrielle. Et on a essayé un petit peu d'y voir plus clair. Si on regarde ce qui se passe entre 1996 et 2010, qui est un petit peu une période charnière au cours de laquelle l'industrialisation de la restauration collective s'est accélérée. Vous voyez 3 secteurs: en rouge l'industrie alimentaire, en bleu les distributeurs grossistes et en 3 les entreprises de restauration collective. Et vous voyez l'évolution du chiffre d'affaires, des bénéfices. L'évolution des bénéfices, vous voyez que l'industrie alimentaire, elle souffre beaucoup. Les entreprises de restauration collective, elles sont dans une situation de stabilité qui tend quand même à la diminution. Et puis il y a un secteur, et au contraire, qui voit ses marges augmenter énormément, c'est les distributeurs et les grossistes. Alors, on n'est pas en train de pleurer pour les secteurs industriels, mais il faut savoir que si les bénéfices de ces entreprises diminuent, ça va se traduire dans un achat de matières premières qui coûtent de moins en moins cher, c'est-à-dire que la qualité va diminuer. Ça va se traduire en une industrialisation majeure et en une économie de personnel. Donc ça, c'est ce vers quoi on tend avec un contexte de prix qui reste constant dans le temps. Un autre élément qui est intéressant à constater, on garde ces 3 mêmes secteurs et on fait le ratio entre le chiffre d'affaires et le nombre d'employés. C'est-à-dire qu'on va avoir un chiffre, plus il sera élevé, et finalement, moins vous employez de personnes par rapport au chiffre d'affaires que vous faites. Et là encore, on voit des différences très nettes. C'est-à-dire que vous avez le secteur de la distribution qui a un ratio assez élevé, c'est-à-dire c'est un secteur qui ne crée pas beaucoup d'emplois. Vous voyez le secteur de l'industrie agroalimentaire qui est en cours d'augmentation au cours des années, et on perçoit bien à travers ces chiffres combien c'est un secteur qui est en train de s'industrialiser.
Et puis vous avez encore un secteur qui est riche de main-d'œuvre. Alors, il y a quand même une tendance à l'industrialisation. C'est un secteur qui emploie, qui est encore très multiforme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de formes différentes de restauration collective. Mais quand on regarde ce qui se passe dans les grandes villes, la tendance est à l'industrialisation, c'est-à-dire que petit à petit dans le temps, on va avoir des courbes qui augmentent. Alors, ces chiffres nous interpellent aujourd'hui, doivent interpeller les décideurs publics. On est dans une période où les emplois, ils se réduisent comme une peau de chagrin. Les industries partent ailleurs parce que les nouveaux marchés sont ailleurs. Et on peut se demander pourquoi la production alimentaire ne devrait pas davantage rester dans les territoires comme une manière de préserver des emplois. Donc, voilà un petit peu des chiffres qu'on met en avant et on les met en avant dans le livre pour interpeller les décideurs publics et leur dire mais est-ce qu'au niveau de la restauration collective, il n'y aurait pas quelque chose à faire? Alors pour nous, on y pense, ça fait depuis 2006 à peu près qu'on réfléchit sur ces thèmes-là. Alors les anglo-saxons, ils ont toujours des formules intéressante, un win-win, l'approche gagnant-gagnant. Ce qu'on se rend compte quand on commence à s'intéresser au développement durable, c'est que finalement, au lieu de mettre en place une logique qui soit une logique qui conduise à avoir quelque chose qui coûte de plus en plus cher ou quelque chose qui soit de moins en moins bon, on peut arriver à faire fonctionner des synergies tout à fait intéressantes. Pourquoi passer à l'alimentation durable? Plus d'aliments locaux, moins de kilomètres, moins de pollution, moins d'emballage, plus de goût, moins de déchets, plus sain, moins de dépenses pour la santé, plus de cuisine, plus d'emplois. Tout ça, ce sont finalement des règles de bon sens qu'on pourrait essayer des voies qu'on pourrait essayer d'explorer. Alors, Nicolas, tu nous parlais de la difficulté de convaincre les personnes finalement des habitudes alimentaires qui sont profondément enracinées des fois de manière inconsciente. Donc les slogans, ils rentrent par une oreille et ils sortent par l'autre. Par contre, les décideurs publics, ceux qui dépensent beaucoup d'argent, qui ont des gros budgets pour mettre en place des services de restauration collective, peuvent, à travers des politiques d'achat responsables, commencer à penser à une manière de mettre en place ces synergies.